Voilà, donc jusqu'à maintenant, on a étudié un problème inverse, ou bien les problèmes inverses, en mesurant, ou bien les mesures sont effectuées sur tout le bord. D'accord ? Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la pratique, on a accès à une partie quelconque du bord, ou bien une partie raisonnable du bord. D'abord, ça coûte beaucoup moins cher de mesurer sur tout le bord. Et d'autre part, c'est vraiment le cas le plus fréquent, et d'effectuer des mesures partielles sur une partie du bord. Donc aujourd'hui, on va reprendre un petit peu le problème d'identification d'un coefficient dans l'équation de Schrödinger, mais on va supposer qu'on connaît l'opérateur Dirac-Leneman uniquement sur une partie donnée du bord, et on va montrer que le problème possède une unique solution, le problème inverse, bien sûr. Voilà, donc je commence un nouveau chapitre. Problème inverse. Pour l'équation de Schrödinger, avec des données ou des mesures partielles, des données partielles. D'accord ? En fait, ce qui va être un peu difficile dans ce cas est la construction des solutions particulières. Je vous rappelle que dans le cas où on mesure sur tout le bord, on n'a pas des contraintes sur le bord et on construit une famille de solutions particulières indexées par un paramètre. Mais dans le cas où on va effectuer des mesures uniquement sur une partie, la difficulté réside dans la construction des solutions avec une contrainte sur une partie du bord. Là, on va employer d'autres techniques, qui est basée essentiellement sur des inégalités de Karlmann. Donc, aujourd'hui, on va montrer une inégalité de Karlmann très élémentaire pour le problème de Schrödinger, mais peut-être dans un autre chapitre, on va étudier en détail le cadre général des estimations de Karlmann pour quelques équations dérivées partielles. Donc, ça sert à quoi les inégalités de Karlmann? En fait, si vous prenez n'importe quel système physique, donc on dit que le problème est bien posé si la solution est unique. Et donc, pour pouvoir montrer l'unicité de problème de Cauchy, on utilise souvent les estimations de Karlmann. En fait, le premier résultat concerne l'unicité de problème de Cauchy est dû à Olmogry en 1901, où il a montré que les opérateurs à coefficient analytique possèdent la propriété d'unicité locale du problème de Cauchy. Puis en 1937, Petrovitsky montre que les systèmes strictement hyperboliques sont bien posés, ou bien possèdent la propriété d'unicité locale du problème de Cauchy, sans condition sur l'analyticité des coefficients de l'opérateur. Puis, le troisième résultat à noter est celui de Karlmann en 1939, où il a montré qu'on a l'unicité locale du problème de Cauchy pour en fait une classe d'opérateurs, mais essentiellement avec des restrictions, plusieurs hypothèses. C'est en dimension 2, avec des coefficients à variables séparées, etc. Mais en fait, l'importance de ce résultat réside dans la technique utilisée par Karlmann. En fait, il a utilisé des estimations intégrales avec un poids, d'accord ? Et ces estimations qui ont pris aujourd'hui le nom des estimations de Karlmann et qui jouent un rôle assez important. D'ailleurs, c'est pratiquement... on a utilisé l'estimations de Karlmann pour montrer tous les résultats d'unicité, pour l'unicité locale, je parle toujours de l'unicité locale du problème de Cauchy. Donc,
Puis les estimations de Karleman s'est révélé comme un outil puissant dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, comme les problèmes inverses, le contrôle, la contrôlabilité des EDP. D'accord? Et là, en fait, on a besoin d'une version pas locale des inégalités de Karleman, mais plutôt des estimations de Karleman globales qui sont vraies ou bien qui sont vérifiées sur tout le domaine spatial. D'accord? Donc aujourd'hui, on va commencer par montrer une estimation de Karleman très élémentaire, hein, avec un poids limite. Hein. On va voir d'une façon générale quels sont les poids pour une estimation de Karleman. Ce sont des fonctions qui vérifient certaines propriétés. Donc aujourd'hui, on va étudier un cas élémentaire avec des poids très particuliers, hein, pour l'estimation de Karleman. Et on va voir que cette estimation va jouer un rôle important pour la construction des solutions particulières avec des restrictions ou bien des informations supplémentaires sur le bord du domaine. Voilà. Donc, estimation de Karleman avec un poids limite. En fait, pour les estimations de Karleman, comme j'ai dit, c'est une estimation intégrale avec des poids, ou avec un poids. D'accord? Donc, depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis les travaux de Hormander, l'estimation de Karleman a constitué une méthode systématique et constructive pour aborder l'unicité de problème de Cauchy. Et depuis les travaux de Hormander, la plupart des chercheurs s'intéressent à des propriétés, ou bien des conditions, des hypothèses sur l'opérateur et le poids pour que les estimations de Karleman soient vérifiées. Et il se trouve que si l'opérateur, ou bien le symbole de l'opérateur et le poids vérifient une certaine condition géométrique, qu'on appelle la condition de pseudo-convexité de l'opérateur, par rapport au poids, alors on a les estimations de Karleman, ou bien les estimations de Karleman sont vérifiées. Bon. En fait, on va rentrer en détail sur les inégalités de Karleman dans un autre chapitre. Mais aujourd'hui, on va, comme j'ai dit, on va montrer les inégalités de Karleman avec un poids limite, c'est un poids linéaire, et qui ne vérifie pas cette condition de Hormander, ou bien la condition de pseudo-convexité. Mais on va montrer des inégalités de Karleman très faibles, hein, pour le moment, qui juste ce qu'on a besoin pour montrer, pour étudier notre problème inverse. Donc je fixe un vecteur unitaire oméga dans Sn-1. Et évidemment, je prends oméga donc un domaine ou bien un ovaire borné régulier. D'accord? Je note sa frontière, comme d'habitude, gamma. Donc gamma égale la frontière de oméga. Puis, je partage, donc ça c'est oméga, gamma c'est la frontière, donc je partage gamma en deux parties. Je note la première par gamma plus de oméga. Oméga, c'est le vecteur qu'on va fixer pour le moment. Hein. Oméga. Ben, gamma plus, c'est l'ensemble des points sur le bord, tels que x, scalaire la normale en x,
est positif. Gamma moins, c'est l'ensemble des x sur gamma tel que x, scalaire la normale, négatif ou nul. D'accord? Donc là, si vous fixez gamma, donc si vous tracez la normale sortante, nu, c'est la normale sortante. Donc si oméga nu positif, donc je suis sur gamma plus, donc là, si vous voulez, c'est gamma plus. Donc là, c'est gamma plus. Et le reste est gamma moins. D'accord? Pareil, si je prends un epsilon positif, je définis gamma plus epsilon de oméga égale l'ensemble des x sur la frontière, tel que, bon, évidemment, ce n'est pas x, c'est oméga ici. Hein. Là, c'est oméga aussi. Donc, c'est l'ensemble des x de oméga, tel que oméga scalaire la normale en x, supérieur à epsilon, et gamma moins epsilon de oméga, c'est l'ensemble des x sur le bord, tel que oméga scalaire la normale inférieur à epsilon. Voilà. Donc, on va montrer aujourd'hui le lemme suivant. C'est le... Il y a un théorème, même, hein, c'est l'inégalité de Karlmann avec un poids limite. Théorème. Inégalité. Estimation de Karlmann avec un poids limite. Donc, pour toute U de classe C2 sur oméga bar, telle que sa trace égale à 0 sur les bords, on a l'estimation suivante. 8 fois tau carré sur d carré, l'intégrale sur oméga, exponentielle moins 2, tau x scalaire oméga, u carré dx, plus l'intégrale sur gamma plus de oméga de 2 tau oméga scalaire nu, exponentielle moins 2 tau x scalaire oméga, la dérivée normale de u au carré dx, est majorée par l'intégrale sur oméga de exponentielle moins 2 tau x scalaire oméga, laplacien u au carré dx, moins l'intégrale sur gamma moins de oméga 2 tau oméga scalaire nu, exponentielle moins 2 tau x scalaire oméga, la dérivée normale de u au carré dx. Voilà. Ça, c'est l'inégalité de Karlmann pour le Laplacien. Bon, évidemment, il y a pas mal d'objets qui ne sont pas encore définis. Ceci, d'abord, vrai quel que soit taux positif. Donc, cette inégalité est vraie pour n'importe quel taux positif. Donc, c'est quoi cette estimation? Donc, cette estimation vous dit la chose suivante. Vous pouvez contrôler
ou bien vous pouvez estimer la solution U sur oméga par Laplacien U, par l'opérateur appliqué à U, plus ou moins un terme au bord. Je vous rappelle que ce terme-là est positif, puisque là, je suis sur gamma moins, donc oméga nu est négatif avec le moins est positif. Donc, ce terme-là est positif. D'accord? Donc, l'estimation de Karlmann, d'une façon générale, vous dit que vous pouvez estimer la solution modulo un poids. Le poids, ça va être cette exponentielle, en fonction de l'opérateur, d'un opérateur appliqué à U, toujours avec un poids. D'accord? Et là, on a en plus, en fait, des traces, ou bien la dérivée normale de la solution sur une partie du bord. La partie gamma moins, c'est cette partie-là. Donc, je peux estimer ce qui se passe sur grand oméga, ici, par le Laplacien U, l'opérateur appliqué à U, plus la trace de la solution sur gamma moins. Donc, ce type d'estimation, on l'appelle les estimations de Karlmann. Ce sont des estimations avec un poids, d'accord, et avec une perte sur le bord gamma moins. D'accord? En fait, il y a toute une théorie derrière ces inégalités de Karlmann, mais aujourd'hui, on va montrer les choses très simples pour cet opérateur et pour un poids très particulier, parce que ce poids-là est un poids particulier par le fait qu'elle est linéaire par rapport à x. Donc, ce qu'on appelle un poids limite. Et donc, en particulier, c'est un poids qui ne vérifie pas des conditions, ou bien la condition de pseudo-convexité qu'on va voir dans un chapitre prochainement. D'accord? Donc là, ça se fait, la démonstration, ça se fait à la main. On va montrer directement ce résultat. Mais avant d'entamer évidemment la preuve, je précise tau est un paramètre quelconque destiné à tendre vers plus l'infini. Le D est un réel positif. Donc D, c'est B moins A. Tel que oméga, le domaine oméga, est inclus dans l'ensemble des x dans un Rn, tel que x scalaire oméga, compris entre A et B. Ça, c'est toujours vrai. Dès que j'ai un domaine borné, je peux le mettre dans une bande délimitée par A et B. Voilà. Donc, modulo une constante D, comme j'ai dit, je répète, je contrôle la solution, la norme de la solution, avec un poids, en fonction de l'opérateur, toujours avec le même poids, et une observation sur le bord, sur une partie du bord qui est gamma. Donc là, c'est l'observation, c'est le terme source ou l'opérateur appliqué à la solution, et là, c'est la solution elle-même. D'accord? OK. Donc, la preuve. Donc, pour la preuve, je définis grand I. Donc, j'appelle ce terme-là grand I. Donc, grand I égale l'intégrale sur oméga exponentielle moins 2 tau x scalaire oméga Laplacien U au carré dx. Donc, le premier terme à droite dans l'inégalité, je l'appelle I. Évidemment, I dépend de tau. D'accord? Donc, égale l'intégrale sur oméga exponentielle moins 2 tau x scalaire oméga. Donc, je l'écris comme ça. Donc, exponentielle moins tau x scalaire oméga. Laplacien exponentielle tau x scalaire oméga. Exponentielle moins tau x scalaire oméga u au carré dx. Donc, ce que j'ai fait ici,
c'était juste, j'ai intercalé 1. J'ai écrit 1 comme ce produit-là. D'accord? Comment? Oui, mais c'est au carré. Hein? Donc, je note cette fonction V. Et je note cet opérateur P. Donc, P égale, c'est un opérateur conjugué avec un poids. C'est le Laplacien conjugué avec le poids. V, c'est ma nouvelle fonction. Ben, c'est exponentielle. Moins taux, elle dépend de taux. Hein. X scalaire oméga fois U. D'accord? Je vous rappelle également que U est nul sur le bord. Donc V est aussi nul sur le bord. Hein? Donc V sur le bord est égal à 0. OK. On va calculer maintenant l'opérateur P. C'est un opérateur, c'est le Laplacien conjugué. En fait, c'est quoi cette expression? Ça veut dire que si j'applique P à une fonction V, je multiplie d'abord la fonction par l'exponentielle, je calcule le Laplacien, et je corrige le résultat en multipliant par exponentielle moins taux x oméga. D'accord? Ben, si vous calculez P, donc vous allez trouver que P égale le Laplacien plus taux carré plus 2 fois taux oméga scalaire gradient. D'accord? P, c'est cet opérateur. Si, en fait, pour le prouver, il suffit d'appliquer P à une fonction V et vous allez trouver que c'est exactement ça. Hein? D'accord? Donc, je décompose cet opérateur en deux parties. La première partie, je le note par P+, si vous voulez. La deuxième, par P-. Hein? Donc, P+, c'est le Laplacien plus taux carré, P- égale 2 taux oméga gradient. En fait, P+, pour dire que c'est un opérateur au taux adjoint, P-, c'est un opérateur anti-adjoint. Parce que si vous calculez à des fonctions test P phi scalaire psi, vous allez trouver que c'est phi P psi, P+, pardon, psi. D'accord? Et si vous appliquez P- à des fonctions test phi psi, donc P- appliqué à phi scalaire psi, c'est moins phi appliqué à P- psi. OK. Bon, maintenant je réécris I avec mes nouvelles notations. Donc I, ça va être l'intégrale sur oméga de PV au carré. Hein, je vous rappelle que P, c'est le Laplacien conjugué avec un poids. V, c'est ma nouvelle fonction variable exponentielle taux moins taux x6 fois I. D'accord? Voilà. Mais P, j'ai dit que P s'écrit comme P+, plus P-. Donc là, c'est l'intégrale sur oméga P plus V plus P moins V au carré. Toujours dx. Hein. P, c'est P plus P-. On développe. Donc là, c'est la norme de P plus V au carré. C'est la norme L2. Plus la norme de P moins V au carré. Plus 2 fois la partie réelle du produit scalaire. Donc P plus V
P moins V bar dx. Oui? C'est le même P, oui. Je n'ai pas compris votre question. Ben, ça c'est P et ça c'est V. Ben, il suffit de l'appliquer. Hein? Il suffit de prendre une fonction V, d'accord, et d'appliquer votre fonction à P, et vous allez trouver que c'est ça. Hein? Voilà, juste pour répondre à votre question. Donc, PV, c'est exponentielle moins taux x xi, Laplacien exponentielle taux x xi, x oméga, pardon, v. Je l'applique à v. Hein? Donc, égal exponentielle moins taux x oméga. Laplacien d'un produit, c'est Laplacien exponentielle taux x oméga fois v, plus exponentielle taux x oméga Laplacien v, plus 2 fois gradient exponentiel taux x scalaire oméga, grade v. D'accord? Donc là, ça va vous donner taux carré fois l'exponentiel. Là, c'est le Laplacien fois l'exponentiel. Et là, ça vous donne 2 fois taux oméga gradient v. D'accord? Multiplié par l'exponentiel moins taux. Et donc là, vous aurez le résultat. Hein? OK. Voilà. Donc là, j'ai I. C'est une quantité qui dépend de taux. Donc là, j'ai remplacé P par P plus P moins. Donc, vous avez cette identité. Bon, ce terme, elle est positive, puisque c'est une norme au carré. Celui-là, il est positif aussi. Là, c'est un produit scalaire. Et donc là, je ne connais pas le signe de ce terme-là. En fait, on va se focaliser sur ce terme-là et on va le calculer explicitement. D'accord? Bon. Je peux effacer là? Je pense que c'est un calcul élémentaire. Donc, je note J. Donc, je note cette quantité par J. Donc, J égale 2 fois réel l'intégrale sur oméga P plus V. P plus V, c'est Laplacien V plus taux carré V multiplié par 2 taux oméga gradient. Donc, j'aurai 4 taux, et là, c'est oméga gradient V bar dx. D'accord? Donc, J égale 4 fois taux réel de ça. Donc, là, j'ai essentiellement deux termes. Le premier, c'est Laplacien V multiplié par celui-là, et l'autre, c'est le reste. Donc, on va l'écrire comme 4 fois taux réel l'intégrale sur oméga de Laplacien V, oméga gradient V bar dx, plus 4 fois taux au cube, 4 fois taux au cube, l'intégrale sur oméga, V fois oméga gradient V bar dx. Voilà. Donc là, j'ai deux termes.
Donc, je note le premier terme par V1, J1 plutôt. Le deuxième, je le note par J2. J égale J1 plus J2. Pour le G1, égale 4 fois taux réel, l'intégrale sur oméga, Laplacien V, oméga gradient V bar dx. J'ai réécrit le G1 en fait. Donc, c'est 4 fois taux réel, l'intégrale sur oméga. Donc, Laplacien V, c'est la somme sur J, d carré V sur dxj carré. D'accord? J varie de 1 jusqu'à n. Ça, c'est Laplacien V. Multiplié par oméga scalaire gradient V bar. Mais oméga scalaire gradient, c'est la somme sur JK. Donc, c'est une somme sur K de oméga K dV bar sur dxk. dx. Donc là, j'ai remplacé Laplacien V par la somme des dérivées secondes par rapport à xj. Et oméga gradient V bar, scalaire, par oméga k dV bar sur dxk. OK. Donc, J1 égale 4 fois taux réel, donc l'intégrale sur oméga de la somme sur JK JK varie de 1 jusqu'à n. Donc, oméga k, la dérivée seconde de V par rapport à xj fois la dérivée première par rapport à xk de V bar. Et là, je vais l'écrire comme d sur d xj de dv sur dxj on va l'écrire comme d sur dxk fois v, d'accord? Non, c'est pas ça. C'est ça, on va l'écrire comme d sur dxj, dv sur dxj, dv sur dxk. D'accord? Évidemment, c'est faux. Il faut que je corrige. Donc, si je dérive le premier terme, ça va être d carré v sur dxj fois ça. Mais j'aurai également un terme en plus, qui est la dérivée de v par rapport, la dérivée seconde par rapport à xj, xk. Donc, au moins, je corrige. Moins 4 fois taux réel, l'intégrale sur oméga, jk varie de 1 jusqu'à n, de oméga k, donc dv sur dxj, dv dxj, dxk. D'accord? Bon. Donc, J1 égale 4 fois taux réel, l'intégrale sur oméga. Donc, je garde la somme sur J de D sur dxj
D'accord? Et là, j'ai oméga k est une constante. Je peux le mettre ici. Donc, j'ai la somme sur k de oméga k dv sur dxk. Donc, je garde bien sûr dv sur dxj. Et comme j'ai dit, j'ai la somme sur k des oméga k dv sur dxk, qui est en fait oméga. Évidemment, j'ai oublié des barres, mais vous pouvez considérer v réel, hein, ça ne change absolument rien. Donc, c'est oméga gradient v bar dx. Voilà. Ça, c'est le premier terme. Toujours j varie de 1 jusqu'à 1. Pour le second terme, donc c'est moins 4 taux réels, l'intégrale sur oméga. Et donc là, on va garder donc, la somme sur jk dans un premier lieu. Oméga k. Mais d et v sur dxj, je peux l'écrire comme d sur dxj fois, plutôt appliqué, à v fois dv bar sur dxk. Non, c'est d sur... Pardon. Là, on va l'écrire comme oméga k, d sur dxk de dv sur dxj au carré fois 1 demi dx. D'accord? Donc là, si vous dérivez ce terme-là, vous aurez 2, avec ce 2-là, se simplifie, d sur dxk de dv sur dxj, c'est ce terme-là, v bar, et sa partie réelle, donc là, c'est réel, j'ai plus de partie réelle. Voilà. Hein, vous aurez exactement ce terme-là. D'accord? Voilà, donc J1 égale donc pour le premier, donc j'ai la somme, donc j'ai 4 taux, l'intégrale sur oméga, donc réel bien sûr, la somme sur j de d sur dxj d'une quantité qui dépend de j. Ben, là, c'est exactement la divergence de quelle fonction? Ça, c'est la divergence de gradient v fois oméga scalaire gradient v bar dx. Donc là, c'est le premier terme. Le deuxième terme, c'est moins 2. On va gagner d'espace. Donc, c'est moins 2 taux. Donc, si je prends la somme par rapport à j, ici, ça vous donne le gradient de v au carré. Donc, c'est l'intégrale sur oméga. Donc, ça vous donne la somme de gradient v au carré. Puis, par rapport à k, ça va être oméga scalaire gradient. Donc, oméga scalaire gradient de ça. Ça, c'est le second terme. D'accord? D'accord ou non? Hein? Bon, c'est juste un calcul, hein, c'est pas très compliqué à vérifier. Voilà. Et là, on va appliquer, ça c'est J1, hein, on va appliquer la formule de Green. Donc la divergence, donc là il me manque une parenthèse. Donc là, c'est 4 fois tau, l'intégrale sur la frontière, gamma, gradient V
scalaire la normale fois cette fonction-là, oméga gradient v bar, dx. Dx, c'est la surface, c'est la mesure sur la surface. Hein. Ça, c'est le premier terme en appliquant la formule de Stokes ou formule de Green. Hein. La première formule de Green ou la formule de Stokes. Moins, pareil pour la deuxième. Parce que la deuxième, je peux l'écrire comme oméga, comme divergence de oméga fois ça. D'accord? Et donc là, c'est oméga scalaire nu fois gradient v carré dx. En fait, G1, c'est juste une intégrale sur le bord. Hein? C'est une intégrale sur le bord gamma. OK? Donc, mais maintenant, on va utiliser la condition sur V. Je vous rappelle que V sur le bord égale à 0. Donc, si vous avez une fonction sur le bord égale à 0, ça ne veut pas dire que son gradient égale à 0, il faut faire attention. Hein, ça veut dire que les dérivées tangentielles sont nulles, mais il vous reste uniquement la dérivée normale. D'accord? Donc, le gradient V va être porté par la normale. Ça va être, d'abord, ça va être gradient V scalaire la normale, plus une somme de gradient V scalaire des vecteurs tangentiels mu j, j varie de 1 jusqu'à n-1, porté par mu j. Ce terme égale à 0 puisque je dérive d'une manière tangentielle. C'est un champ tangentiel. Donc, il vous reste uniquement le premier terme, qui est gradient V, scalaire la normale, porté par la normale. Mais gradient V scalaire la normale, c'est la dérivée normale de V, porté par la normale. Ça, c'est bien sûr dans le cas où V égale à 0 sur le bord. Hein? Si V égale à 0 sur le bord, le gradient de V est porté par la normale. Donc, gradient V scalaire nu, ben, coïncide avec la dérivée normale de V. Oméga gradient V bar, donc oméga gradient V bar, ça va être nu scalaire oméga, donc fois la dérivée normale de V, bar, non, voilà, on va tout remplacer. Donc ça vous donne J1 égale 4 fois tau, l'intégrale sur gamma. Donc gradient V scalaire nu, c'est la dérivée normale de V. Et oméga gradient V bar, donc oméga gradient V bar, ça va être nu scalaire oméga fois la dérivée normale de V bar par rapport à nu. Donc ça vous donne oméga scalaire nu, voilà le module de la dérivée normale de V au carré. Ça, c'est le premier terme. dx, bien sûr, moins 2 tau, l'intégrale sur gamma, oméga scalaire nu, gradient V au carré, mais gradient en module, gradient en norme, si vous voulez, sur Rn. Donc, gradient de V, c'est la dérivée normale de V, puisque V égale à 0. Donc, la dérivée normale de V au carré, toujours dx. Donc, G1 égale 2 fois tau, puisque c'est la même quantité, hein,
c'est 2 fois tau, l'intégrale sur gamma de oméga scalaire nu, la dérivée normale de V au carré dx. Ça, c'est J1. Donc, J1 est un terme porté par la surface, ou bien une intégrale sur gamma, sur le bord de oméga. OK? Voilà. Oui. Donc, J2. Maintenant, on va calculer J2. C'était quoi J2? Donc, J2, c'est 4 fois... Donc, J2, c'est 4 fois tau au cube, l'intégrale sur oméga de réel de V oméga gradient V bar dx. Hein? Donc, égal à 2 tau au cube réel l'intégrale sur oméga de oméga gradient module de V au carré dx. Donc, sans partie réelle. Si vous calculez oméga gradient V au carré, donc V au carré en module, on l'écrit comme V bar, hein, V fois V bar, et vous allez trouver exactement ça. Hein. Donc le 2, lorsque vous dérivez V au carré, vous avez 2 qui est là. Et là, on va l'écrire de nouveau comme 2 fois tau au cube, l'intégrale sur oméga de divergence de oméga gradient V au carré dx. J'applique de nouveau la formule de Green. Et on va trouver que J2 V ici, hein, c'est juste. On va appliquer la formule de Green. Donc J2 égale à 2 tau au cube, l'intégrale sur gamma de oméga scalaire nu, V au carré dx. Mais V, elle est nulle sur gamma. Donc ce terme est égal à 0. Donc, du coup, vous avez J. Je vous rappelle que J, c'est 2 fois la partie réelle de P plus V, P moins V bar, dx, en fait, égale à 2 fois tau au cube, égale à 2 fois tau. Donc, égal à J1, égal à 2 fois tau, l'intégrale sur gamma, oméga scalaire nu, fois la dérivée normale de V au carré dx. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on était en train de calculer la norme de PV au carré. On a dit que la norme de PV au carré, c'est la norme de P plus V au carré, plus la norme de P moins V au carré, plus 2 fois le produit scalaire P plus P moins. D'accord? Et donc là, on a trouvé que la partie réelle, c'est juste une intégrale sur le bord. D'accord. Maintenant, je vous donne en exercice de montrer que si
si oméga est inclus dans l'ensemble des x dans un Rn tel que A inférieur à x scalaire oméga inférieur à B, alors l'intégrale sur oméga de V au carré dx est majorée par d carré sur 2 sur l'intégrale sur oméga. Donc là, c'est ce qu'on appelle la formule ou bien l'inégalité de Poincaré sur une bande. D'accord? Donc là, vous avez l'intégrale sur oméga V au carré, bien sûr pour V nul sur le bord, hein, pour la même fonction V. Donc je vous donne ça en exercice. Voilà. Ah, c'est juste... un exercice. Bon, ben, je reviens donc à ma quantité I. Donc, je vous rappelle que I égale l'intégrale. D'une part, c'est l'intégrale de exponentielle moins 2 taux x scalaire oméga laplacien u au carré dx. On a dit que ça, c'est l'intégrale de p plus v au carré plus p moins v au carré plus l'intégrale j. Hein, je vous rappelle que j, c'est 2 fois la partie réelle du produit scalaire. D'accord? Donc, elle est supérieure ou égale. P plus est une quantité positive. Donc, elle est supérieure ou égale à P moins de V au carré plus J. Et J, je vous rappelle qu'on a déjà calculé J. J, c'est 2 fois tau l'intégrale sur gamma oméga scalaire nu d nu V au carré dx. Et je vous rappelle que P-, c'est 2 fois tau oméga, c'est 2 fois tau oméga gradient. D'accord? Donc là, c'est 4 fois tau carré oméga gradient V. Là, j'ai remplacé P-. C'est 4 taux carrés. J'ai 2 taux au carré. D'accord? Mais je sais que la norme de oméga gradient V au carré, grâce à cette inégalité de Poincaré, elle est plus grande que 2 sur d carré, cette norme-là. Donc, elle est supérieure ou égale 4 tau carré, c'est le même facteur qui est là. Et oméga gradient V au carré, c'est donc 2 sur d carré, l'intégrale sur oméga de V carré dx. Ça, c'est l'estimation de Poincaré. Plus, bien sûr, ce terme-là. La dérivée normale de V au carré dx. Bon. Voilà. Donc, mais je vous rappelle que la dérivée normale de V égale la dérivée normale de exponentielle tau moins tau x oméga V, U, pardon. Hein, je vous rappelle que V égale à ça. Et sur le bord, donc la dérivée normale, soit vous dérivez l'exponentielle, mais U, elle est nulle sur le bord, donc le produit est nul.
soit vous dérivez u, et là, vous gardez le terme. Donc, c'est exponentielle moins taux, x scalaire oméga, la dérivée normale de u. Hein? Puisque u égale à 0 sur le bord. OK? Ben voilà, maintenant je remplace tout. Donc là, j'ai 8 tau carré sur d carré, l'intégrale sur oméga, v au carré, mais v, c'est cette fonction-là, c'est exponentielle, moins 2 tau, x scalaire oméga, u au carré, plus 2 fois tau, l'intégrale sur gamma, oméga scalaire nu, la dérivée normale de v, mais la dérivée normale de v, c'est exponentielle moins tau x oméga, la dérivée normale de u. Donc là, j'ai la dérivée, donc j'ai exponentielle moins 2 tau x scalaire oméga, la dérivée normale de u au carré est inférieure ou égale à l'intégrale sur oméga, c'est i en fait, inférieur ou égal à i, mais i c'est exponentielle, moins 2 tau x scalaire oméga, Laplacien u au carré dx. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai une intégrale sur gamma. Je décompose gamma comme la réunion de gamma plus union gamma moins. Donc, gamma, c'est gamma plus de oméga union gamma moins de oméga. Je garde l'intégrale sur gamma plus. Donc, l'intégrale sur la réunion, c'est la somme des intégrales. Je garde à gauche l'intégrale sur gamma plus, et je transfère l'autre terme à droite, et donc ça va être un signe moins 2 tau, l'intégrale sur gamma moins de oméga scalaire nu, exponentielle, moins 2 tau x oméga au carré. D'accord? Voilà, donc là, vous avez l'inégalité de Karlmann qu'on a énoncée tout à l'heure. OK? Bon. En fait, là, on a montré cette inégalité pour Laplacien U. Mais en fait, on peut perturber Laplacien par un potentiel. On peut ajouter un potentiel. On va voir pourquoi. Donc, corollaire. Donc, je prends un potentiel Q dans l'infini de oméga et je suppose que Q est borné a priori par une constante 1. Alors, il existe un taux zéro positif, C positif, tel que, quel que soit U, dans C2, U nul sur le bord, et quel que soit taux
supérieur à taux 0, vous avez C fois taux carré, l'intégrale sur oméga carré, sur oméga de U au carré, exponentielle moins 2 taux x scalaire oméga dx, plus taux, l'intégrale sur gamma plus de oméga, oméga scalaire nœud, la dérivée normale de U au carré, exponentielle moins 2 taux x scalaire oméga, x, est inférieur ou égal à l'intégrale sur oméga de Laplacien moins q au carré, exponentielle moins 2 taux x scalaire oméga, plus, ou bien moins, taux, l'intégrale sur gamma moins de oméga, oméga scalaire nœud, la dérivée normale de u au carré, exponentielle moins 2 taux x scalaire oméga dx. Voilà. Donc, la différence entre cette inégalité et la première, c'est que ici, j'ai ajouté un Q, un potentiel. D'accord? Et tout à l'heure, l'inégalité, elle était vraie pour n'importe quel taux positif. Donc là, elle est vraie pour les taux assez grands, supérieurs à taux 0. D'accord? Bon, on va vérifier ça. Ce n'est pas très compliqué. Voilà. Donc, pour la preuve, donc là, il suffit de remarquer que Laplacien U au carré est majoré par Laplacien moins Q U plus Q U au carré, qui est majoré par 2 fois Laplacien moins Q U au carré, plus 2 fois M U au carré. Hein? Donc là, j'ai majoré Q en norme infinie par N. La norme de Q infini par N. D'accord? Voilà. Et donc, j'applique cette inégalité. Donc, si j'applique cette inégalité, donc là, vous aurez la même chose, majoré par Laplacien moins Q fois U au carré moins ça, plus 2 fois M, l'intégrale sur M de exponentielle moins 2 taux x scalaire oméga U au carré. D'accord? Donc, j'ai ajouté ce... Il y a M au carré même, hein? Puisque c'est la norme de Q au carré, infini au carré. Hein? J'ai utilisé le fait que Laplacien U majoré par ça, j'ai majoré le terme. D'accord? Voilà. Maintenant, je ramène ce terme-là à gauche. Donc, si je ramène ce terme-là à gauche, donc vous aurez 8 fois... Donc, vous aurez 8 sur d carré moins 2 sur taux carré fois m au carré fois taux carré fois cette intégrale, donc exponentielle moins 2 taux x scalaire oméga u au carré plus 2 taux l'intégrale sur, je ne précise pas l'intégrale sur gamma plus, hein, sont les mêmes termes, sont majorés par l'intégrale sur oméga de exponentielle moins 2 taux x oméga, Laplacien moins q u au carré, plus ou bien moins 2 taux l'intégrale sur gamma moins. Hein, sont les mêmes termes, l'intégrale sur gamma plus ou gamma moins sont les mêmes.
C'est clair ou non? D'accord? Donc là, j'ai rien fait, hein. J'ai juste ramené ce terme-là à gauche. Et j'ai mis tau carré l'intégrale sur u carré en facteur. Ben, maintenant, on va choisir tau suffisamment grand pour que ce terme-là soit positif. D'accord? Donc, je choisis tau. Donc, pour tau assez grand, qu'est-ce que ça veut dire assez grand? Ça veut dire qu'il existe tau 0, tel que quel que soit tau supérieur à tau 0, vous avez 8 sur d carré moins 2 m carré sur tau carré est supérieur ou égal à 1 demi. Ah, je ne sais pas, 4 sur d carré. D'accord? Donc, je choisis tau suffisamment grand pour que ce terme-là, plus grand que celui-là. D'accord? Et bien donc, vous avez ce qu'il faut. Hein? Donc, pour tau assez grand, ce terme-là supérieur à une constante, tau carré, u carré, et vous avez les mêmes termes. OK? Donc, je termine par une remarque. Oui? 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 C'est pas grave, il y a une constante. À partir du moment où j'ai une constante à gauche, hein, je n'ai pas précisé non plus cette constante. Je multiplie l'inégalité par 1 demi. Hein. Donc, deuxième corollaire, ben, si vous prenez Q dans L infini, dans la norme de Q infini majorée par une constante M, alors il existe tau 0, tel que pour n'importe quel U, je prends U, C infini un support compact, dans D de oméga, ben, si U et C infini un support compact, ça veut dire que U ainsi que toutes ses traces sont nulles sur le bord. Donc, c'est U nul sur le bord, ben, ce terme-là disparaît. D'accord? Et ce terme-là égale à 0 également. Donc, dans le cas où vous avez des fonctions C infini à support compact, vous avez une inégalité plus simple, si vous voulez, où on n'a pas des observations supplémentaires.